Ciudadanía Mundial y Educación Transformadora 2022. Este evento se hace en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es José Miguel Olave y tengo el placer de acompañarlos en este inicio. La tercera jornada está titulada Ciudadanía Mundial y será un momento para que podamos reflexionar, tensionar el concepto y pensar la ciudadanía mundial desde los hechos que nos acontecen cada día, en un mundo que nos desafía en la emergencia de nuevas ciudadanías y también nos desafía con formas autoritarias de poder que todavía no terminan de morir. Recuerdo que el simposio es de 4 días, hoy es el segundo, es de acceso abierto, sin costo. Uno puede acceder, tú puedes acceder a través de Zoom o Facebook y tienes unas 40 sesiones alrededor de estos días donde discutirán sobre estos importantes temas. Consulta el sitio web del simposio para obtener más información y lo invitamos a asistir a esta sesión y a las demás. Ahora lo que haremos, los invito a que vamos a tener una introducción del día con un tema especial, el tema especial de la ciudadanía. Luego haremos una revisión sintética de las mesas de discusión que tendremos durante el día para luego pasar a nuestra conferencia principal. Quisiera entonces pasar a la introducción del día. He querido comenzar esta jornada con este mensaje de Víctor Jara, poeta y cantautor chileno, quien nos propone desde la mirada del siglo pasado, 1971 estoy hablando, cuando al asumir el gobierno de Salvador Allende, Víctor Jara en 1971 fue nombrado embajador cultural. En este año editó el disco El Derecho de Vivir en Paz, que le valió el Laurel de Oro a la mejor composición del año. La canción propone un nuevo pacto social, donde las ciudadanías del mundo se puedan encontrar reconociéndose en sus diversas formas, sentires, pensares, sabores y olores. El tiempo histórico de Víctor es un tiempo que hasta hoy nos resuena. Sus letras y melodías se abrían paso entre discursos de violencias que sobrepasaron las autonomías de las naciones y dañaron irreparablemente los derechos humanos de los pueblos. El fin del siglo XX debería abrir esperanzas. Sin embargo, vivimos en un tiempo de incertidumbres y complejidades muy parecido al tiempo de Víctor Jara. Hoy, el escenario actual persiste en continuidades de historias que oscurecen el paisaje. Parafraseando a Víctor Jara, el derecho de vivir en paz es el derecho de las voces. Sin embargo, vivimos en un tiempo, como diría Antonio Gramsci, vivimos en un tiempo donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Quizás sea este el desafío del trabajo desde hoy. Repensar las ciudadanías mundiales a partir de nuevas formas de relacionarnos entre todas y todos, ¿no? La canción también propone una nueva forma de relacionarnos
donde las ciudadanías del mundo se puedan encontrar. Creo que el derecho de vivir en paz es una oportunidad para retomar el documento producido por UNESCO 2022, retomar el reimaginar juntos nuestro futuro, ya que este texto surge de un proceso global de compromiso y construcción colectiva que ha demostrado que la creatividad, la perseverancia y la esperanza abundan en el mundo. Esa es la fuerza que quiere florecer para enterrar definitivamente el odio, ¿no? Para enterrar definitivamente el autoritarismo. En particular, el texto nos invita a replantearnos sobre la sostenibilidad, producción justa del conocimiento y ciudadanías capaces, las capacidades diversas humanas, la democracia y la inclusión. Me permito entonces presentar el tema titulado El derecho a vivir en paz. Los invito entonces a mover sus manos primero y acompañarme aplaudiendo para ser parte de este movimiento. Simplemente un par de palmas batientes puede acompañarnos. La presentación con opción de sonido. ¿Sí? José, no se escucha, tienes que compartir audio. La presentación con audio. Ahí. No, no se escucha. Parece que tiene que compartir la presentación con opción de sonido. Algo, ¿por qué no va? Deje de compartir la presentación. Ya, voy por ahí. Sí, me avisan que no se escucha el sonido del video. Lo van a corregir en este minuto. Mientras corrigen el error del sonido, vamos a pasar a dar una sinopsis de la jornada. La organización de la jornada está compuesta primero por esta introducción, luego por la conferencia central, y luego de esto vienen bloques de mesas de discusión. Hay que decir que cada mesa va funcionando, cada bloque tiene 4 por día, tenemos 4 mesas por bloque y van funcionando en paralelo.
Aquí me van a ayudar con el audio. Eso. Ok. Gracias, Carlitos. Ah, sí. Ahí. ¿Ahí la compartí? El Carlito está ahí todavía para que pruebe ese Ya. video. Volvemos entonces. Ahí sí. Ahora sí, volvemos entonces con la presentación de Víctor Jara. Lamentamos el error. Ahora sí. Me dice si se escucha, por favor. El derecho de vivir Ahora sí. sin miedo Gracias. en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación. Que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social. Que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Bien, agradecemos entonces esta introducción. Vamos a contar un poco entonces ahora el desarrollo de la jornada. Como decía, hay mesas que están organizadas por bloques, horarios. Usted puede encontrar la información en la página web y registrarse y participar en cualquiera de estas mesas. En el primer bloque de horario de 10:45 a 11:45, la primera mesa será sobre una visión de la educación y la cultura, liderada por Cecilia Barbieri, junto a su equipo. Luego, la segunda mesa, globalización o desglobalización en el mundo interconectado, educación para la ciudadanía mundial, ¿no? César Bernal lidera un equipo de académicos que discuten este tema. Luego Nancy Barrow convoca a la mesa Educación para la Ciudadanía Mundial, una palanca concreta para la transformación social. Y en paralelo, ese mismo bloque, está la mesa redonda de la Cátedra UNESCO, sobre educación para la ciudadanía mundial. Sin duda, el tópico central de estas 4 mesas tiene que ver con la relación entre educación y ciudadanía. Esperamos que tenga una rica discusión y que los aportes puedan ser compartidos entre todas y todos. Luego de este bloque horario tenemos el bloque de Begoña López, que tiene que ver con la infancia fuera de la escuela, ¿no? Epistemologías construidas por maestros normalistas, convocada por Raúl Olmo. Luego la diáspora haitiana de Quebec, Gina Tissy. Y termina este bloque, también está participando la
la mesa Democracia y Movimientos Sociales. Aquí los tópicos empiezan a ser distintos, donde aparecen los movimientos sociales como un signo de la discusión, ¿no? Invito a todos a participar también en esta mesa. Luego, en el espacio de la tarde, después de almuerzo, viene la mesa de democracia, algoritmos y cámara de Michael Huishman junto a su equipo. Luego también está en paralelo la mesa convocada por el Rival Sánchez, democracia y pandemia. También Gina nos trae la mesa de discusión que pone al centro nuestras emociones respecto de cómo nos vamos construyendo. Me parece un tema muy significativo para poder discutir. Y en el último bloque horario tenemos la mesa de ecofeminismo. A mí me parece que por la experiencia chilena y latinoamericana, el cruce interseccional entre el feminismo y el medio ambiente creo que es un tema muy importante. Aquí este equipo lo ha convocado Guadalupe Calvo. La otra mesa que va a estar discutiendo en esta misma bloque horario, ¿no? Educación y Derechos Humanos. Ilse Ovilla ha tenido mucha convocatoria para reunir a varios participantes a discutir sobre educación y derechos humanos como un tópico que hoy día nos une, ¿no? En la discusión. La co-construcción de los saberes es un tópico que también trae la mesa de Isabel Orellana. Creo que la discusión dialógica entre los saberes menos formalizados, tradicionales, orales, creo que es un tópico muy importante de hoy día en la construcción de la ciudadanía, sobre todo cuando existen hegemonías del saber, ¿no? Donde un saber por el color de su piel es menoscabado, menospreciado. Creo que esta mesa nos invita a esa co-construcción de los saberes que están presentes en nuestras sociedades hoy día y que nos permitan esos saberes producir ciudadanía mucho más pensantes, sintientes, con olores distintas, con sabores distintos, ¿no? Por último, en este mismo bloque habla de las ciudadanías urbanas, ¿no? Y los espacios comunes. ¿Cuál es el espacio común que debemos respetar? ¿Cuál es nuestro espacio común? Acá en Chile se habla mucho de la separación del espacio público y lo privado, y creo que este es un buen momento para discutir. Luego, este último bloque termina a la hora chilena de las 5:30 y pasamos a lo que hemos dicho, hablado como el happy hour, donde están todos invitados a encontrarse. Tienen que entrar al link de la página y participar allí. Ahora vamos a presentar la conferencia plenaria. Voy a explicar ahora, antes de presentar a nuestra invitada, Gina Tesi, voy a invitar a dar una explicación del funcionamiento. Tendremos una conferencia de aproximadamente 40 minutos, más 20 minutos de preguntas. Favor dejar las preguntas en el chat o en los chats de nuestras redes sociales. Profesionales de nuestro equipo recogerán las preguntas para generar un diálogo con nuestra conferencista principal al final de su conferencia. Entonces, los invito a comenzar esta jornada con nuestra conferencista plenaria, que será desarrollada por Gina Tesi, quien es doctora en educación de la Universidad de Quebec de Montreal
La doctora es profesora asociada al Departamento de Didáctica de la misma universidad, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación. En esta conferencia, la doctora TC abordará la ponencia que lleva por título Ciudadanías Globales. Gina, en su conferencia, nos plantea la diferencia entre la ira y el odio, que conducen a la destrucción de uno mismo y del otro. Sin embargo, la ira es a la vez una emoción reconstructiva, una estrategia de supervivencia, una fuente de energía que brota, una inmersión en uno mismo, un proceso de transformación y un universo abierto. El cimarrón es un término español que se refiere a la fuga, que se revela como un gesto supremo de ira que pone en marcha nuestros cuerpos hacia la emancipación. Esta jornada pretende ser un paseo marrón, una invitación hacia fugarnos al encuentro de una filosofía que inspira un educhere marrón, a la vez transformador y emancipador. La conferencia hacia una educación, hacia una educhere del cimarrón, lo liderará la profesora y doctora Gina TC. Merci José. Quel honneur d'être dans le même événement où se trouve, où on parle et où chante Victor Jara. Merci pour cet honneur. Alors, kwei à tout le monde. Kwei veut dire bonjour dans la langue de la communauté Innu, une communauté autochtone du Québec au Canada. Alors, hier, dans sa conférence plénière, sa conférence inaugurale, Paul Carr vous a brossé un tableau des misères du monde. Il a terminé sa conférence en vous présentant une photo du tableau du peintre Munch, le cri. Effectivement, l'humanité crie. Effectivement, la terre crie. Effectivement, l'humanité et la terre sont en crise. Alors, ce que je vous présente maintenant, c'est un peu à la suite de la conférence de Paul, voir certaines communautés qui, plus particulièrement, crient, ont mal. Alors, la conférence, le titre de la conférence, donc, pas d'émancipation sans colère. Bien sûr que le thème de la conférence, du symposium est dialogue et émancipation. Mais faut-il encore qu'il y ait les conditions pour qu'il y ait émancipation? Et ce que je vous propose, donc, c'est de voir la colère comme une condition non seulement suffisante, mais nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour marcher vers l'émancipation. J'aimerais alors profiter de ce temps qui m'est accordé pour ici remercier la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ses administratrices et ses administrateurs, hein, mes collègues d'ici, les étudiants, les techniciennes, les techniciens et les autres personnes qui nous accueillent. Et bien sûr, j'aimerais remercier chaleureusement notre collègue bien-aimée, Sylvia Redon, associée à toute l'équipe qu'elle a su mobiliser pour accueillir le symposium 2022 de la chaire UNESCO des Semais. J'aimerais remercier aussi toute l'équipe de la chaire UNESCO des Semais, bien mobilisée
à Montréal, et à vous toutes et tous qui me font l'honneur d'être avec moi aujourd'hui en présence et aussi en virtuel, ici au Chili et ailleurs dans le monde. Donc, merci d'être là. J'aimerais aussi en profiter pour reconnaître que nous sommes ici sur le territoire du Chili, mais nous sommes ici sur une longue bande de terre qui part du pôle sud de la Terre jusqu'au pôle nord de la Terre en s'étirant. Et cette bande de terre appelée dans la perspective coloniale Amérique, eh bien, des communautés autochtones ont décidé en 1992 de l'appeler Abya Yala. Je reconnais donc que je suis présentement ici et maintenant sur le territoire de Abya Yala. Je crois que mon chargeur de diapo ne veut pas obéir à mes ordres. Ce que je vous propose donc comme sommaire, bien sûr que je serai rattrapée par Chronos, je vous propose donc en fait une marche. Hein. Je vous invite à marcher avec moi, un peu comme les marrons le font, à marcher avec moi à la rencontre de mots. Vous allez me dire, mais pourquoi à la rencontre de mots? Nous allons un instant, si vous ne m'entendez pas, c'est parce qu'on essaie de faire passer les... Alors, le sommaire de la présentation. Le sommaire de la présentation, donc une marche en 7 étapes. D'abord, la colonisation de la colère des femmes. Deuxième étape, décoloniser la colère des femmes. 3, l'émancipation. 4e escale, pas d'émancipation sans colère, le titre. 5e escale, le marronnage. 6e escale, des pédagogies du marronnage. Et 7e escale, ma proposition d'une educere marronne. Je dois dire que cette présentation m'est inspirée par une poétesse afro-états-unienne qui s'appelle Audre Lorde. Alors, Audre Lorde nous dit « Personne n'est libre tant que d'autres sont opprimés. Votre silence ne vous protégera pas. Brisons le silence. De l'usage au racisme. Les mots. Des mots, mais dans une perspective de lecture des mots MAUX et dans une perspective de lecture du monde. Et donc, nous faisons par la lecture des mots, la lecture des mots du monde. Boris Cyrulnik, un psychanalyste français, nous dit qu'il existe 3 niches écologiques de développement. L'environnement utérin, notre première niche de développement, notre environnement familial, notre seconde niche, et notre 3e niche écologique de développement, ce sont justement les mots. Autrement dit, les mots sont des nourritures, au même titre que les nourritures terrestres, les nourritures affectives et les nourritures spirituelles dont nous avons besoin pour vivre. Alors, j'en profite maintenant pour remercier de tout mon cœur les traductrices et les traducteurs. Je les remercie de faire corps avec moi pour mieux vous apporter mes mots en les déposant dans vos oreilles. Des mots qui, je l'espère, trouveront un chemin vers votre cœur, votre pensée et votre âme. Alors, une mise au point tout de suite, dès qu'on entend colère,
on pense à rage, on pense à haine. Je voudrais vous dire qu'il ne s'agit pas du tout de cela. Ai-je l'air d'une personne enragée? Ai-je l'air d'une personne haineuse? Non. Et pourtant, je suis en colère. Alors, il ne faut pas confondre la colère avec la rage et la haine. La rage, c'est impulsif, c'est passager, intermittent, mais le but est de détruire. C'est la destruction de soi, des siens et de l'autre. La haine est stable, elle est durable. Et là encore, elle a pour but la destruction de l'autre, la destruction systématique de l'autre. La colère, au contraire, est une émotion fondamentale, est une émotion durable qui sert la survie. L'être est ressenti. Alors, les feux de la rage et de la haine ne sont pas du tout le feu de la colère. Le feu de la colère est un feu de combustion, combustion en vue de la transformation, combustion en vue de l'émancipation de soi, l'émancipation des siens et l'émancipation de l'autre avec nous. Alors, le contexte de la présentation, c'est toujours important de présenter le contexte, contexte qui veut dire tisser avec. Alors, avec quoi est tissée cette présentation? La déclaration de l'ONU en 2013, l'ONU a déclaré en 2013 dans sa résolution 68-237, 2015-2024, décennie internationale des personnes d'ascendance africaine en 3 thèmes, reconnaissance, justice, développement. Le programme de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine et ses suites a été logé dans une instance permanente du Haut Commissariat pour les droits humains. Et donc, sur la photo, vous reconnaissez quelqu'un que vous connaissez bien, hein, Michelle Bachelet, qui était alors haut commissaire. Alors, Michelle Bachelet nous dit: la décennie est une plateforme unique qui met l'accent sur la contribution importante des personnes d'ascendance africaine dans chaque société et qui défend des mesures concrètes pour mettre un terme à la discrimination et favoriser leur pleine inclusion. Alors, des affirmations révélatrices que je ne lirai pas toutes de la situation, ce que j'appelle les PAA, des personnes d'ascendance africaine dans le monde. Ici, en Abya Yala, 200 millions de personnes se considèrent d'ascendance africaine. Ce sont les personnes parmi les groupes les plus pauvres et les plus marginalisés de la population, victimes de la traite transatlantique des esclaves ou victimes comme migrants plus récents. Ces personnes-là ont un accès restreint, pour ne pas dire pas d'accès, à des services de santé, à l'éducation, aux droits fondamentaux. On n'accorde pas de poids à leur action. Elles sont discriminées sur le plan de la justice. Elles font face à du profilage racial et à du racisme systémique. Elles vivent plusieurs formes multiples, aggravées et conjuguées de discrimination fondée sur d'autres motifs connexes, comme l'âge, le sexe, la langue, la religion, etc., etc. Alors, dans cette déclaration, les personnes d'ascendance africaine de Abya Yala sont considérées comme des descendants des victimes de l'esclavage et sont encore victimes de l'esclavage moderne, de traite des esclaves, de la colonisation. Et donc, sont victimes encore de leurs conséquences qui se manifestent comme le racisme systémique, la discrimination, la xénophobie, l'intolérance, etc. Alors, il faut considérer tout cela à travers le concept d'intersectionnalité. Kimberlé Crenshaw nous dit de prendre en compte le chevauchement des identités et des expériences vécues pour mieux comprendre la complexité et aussi la sévérité des préjudices subis. Et donc, être personne d'ascendance africaine en Abya Yala et ailleurs dans le monde, ce n'est pas seulement subir des préjudices en fonction du sexe ou en fonction de la couleur de la peau, mais les conséquences, en fait, sont subies en fonction d'autres l'ethnicité, par exemple, l'orientation sexuelle, la classe sociale, le langage, la religion, etc. Et donc, les personnes d'ascendance africaine vont subir tout cela en plus
Et donc, la notion d'intersectionnalité est importante pour mieux comprendre la sévérité de leur situation. À l'épicentre de l'intersectionnalité des identités et des préjudices qui sont suivis, en fait, nous retrouvons la femme noire, la femme d'ascendance africaine. Et donc, à cet épicentre, elle subit etc. Ce sont les personnes au monde qui subissent en même temps l'effacement, le bâillonnement, l'étouffement, la déclassification, l'invalidation, la disqualification. Elles subissent des violences multiples qui sont systémiques, qui sont systématiques et chroniques, à la fois comme femmes, à la fois comme noires, à la fois comme pauvres, à la fois comme personnes d'identité ou d'orientation sexuelle multiples, etc., etc. La femme noire a l'intersectionnalité de ses identités, de ses préjudices, dans leurs dimensions les plus fondamentales. La dimension corporelle, la dimension émotionnelle, la dimension intellectuelle et la dimension valorisée de manière intrinsèque, depuis ses cheveux, en passant par ses traits, la couleur de sa peau, bien sûr, son gabarit, sa manière de marcher, son affectivité. Son affectivité est disqualifiée. Non-reconnaissance, non-appréciation, non-prise en empathie, et donc elle vise ce qu'on appelle le misogynoir, un terme proposé par Moya Bailey, une afroféministe. La femme noire subit le racisme cognitif. Elle est vue comme l'être humain, en fait, le moins intelligent. Racisme épistémologique, on invalide ses savoirs, on invalide ses langues, croyances, créations, etc. Sa spiritualité, elle est chosifiée, elle est zoifiée, elle est exploitée. L'esclavage vit encore, moderne. Elle est supprimée à travers les féminicides, génocides, infanticides. Elle subit tout cela, elle aussi. Et donc, ces identités blessées ne peuvent pas donner lieu à des citoyennetés épanouies. Qui dit identité blessée au rapport à soi, dit aussi altérité blessée au rapport à l'autre, dit aussi citoyenneté blessée au rapport à la cité-nation, dit aussi citoyenneté mondiale blessée au rapport à la cité-monde, et va dire aussi éco-citoyenneté mondiale blessée dans ses rapports avec Oikos. Nos identités, nos altérités et nos diverses citoyennetés sont blessées. Alors, la femme noire et sa colère, pourquoi est-ce qu'elle n'exprime pas cette colère? Bien parce que cette colère, en fait, elle est colonisée. La colère est un espace émotionnel colonisé au même titre que d'autres espaces, territoires, etc. Et donc, pourtant, la femme noire est une femme, en créole haïtien, on dit femme doubout, hein? Femme doubout, femme potomitan, c'est une femme centre, c'est une femme qui a de lourdes responsabilités sur les épaules, qu'elle mène, qu'elle réalise souvent seule, auxquelles elle fait face souvent seule, et c'est une femme debout. Et pourtant, elle n'a pas droit à la colère. Donc, en ce sens-là, en insistant sur la colère de la femme noire, je ne suis pas en train de dire qu'elle est la seule personne au monde qui souffre. Hein. Il ne s'agit pas d'un concours de misère, d'un concours de souffrance. Cependant, je dis que comme elle se trouve à l'épicentre de l'intersectionnalité des préjudices subis en fonction de sexe, genre, race, sous toutes les latitudes, dans toutes les conditions. Et donc, moi, je me dis que toute personne en colère, quel que soit son genre, son sexe, sa race, la latitude de vie ou les conditions, toute personne en colère, toute personne en résistance, résilience, toute personne en solidarité plurielle est une femme noire.
Vous avez compris? Donc, alors, si vous êtes un homme blanc, vous êtes une femme noire. Si vous êtes en colère, en résistance, résilience, en solidarité, pluriel. Donc, c'est une manière comme ça de nous dire, bon, finalement, nous nous ressemblons aussi, même si la femme noire concentre ses préjudices. La colonialité, une théorie que vous connaissez sûrement bien du sociologue péruvien Aníbal Quijano, mais avec d'autres aussi, je pense à Maria Lugones, je pense aussi à Enrique Dussel, etc. Il nous parle de matrice coloniale, de pouvoir et de savoir, qui repose sur 4 piliers. Alors, la colonialité va donner lieu à des gens, il faudra des hommes et des femmes pour effectuer ce travail, l'exploitation de la nature. La colonialité va donner lieu aussi à l'hégémonie culturelle, sur le reste du monde. Donc, l'eurocentrisme, l'instauration de dualisme supérieur-inférieur, rationnel, irrationnel, blanc, non blanc, homme, femme, esprit, corps. Alors, toute cette manière de hiérarchiser, de polariser et ensuite de hiérarchiser, tout cela nous vient de la colonialité par cette hégémonie culturelle. Qu'est-ce qui est savoir et non savoir? Qu'est-ce qui est religion et pas religion? Qu'est-ce qui est langue et patois? Tout ça vient de la colonialité. La colonialité donne lieu aussi à la hiérarchisation des phénotypes en race, classification hiérarchisée des êtres humains. Et donc, intersectionnalité encore des points d'oppression. Nous avons appris à socialiser en fonction des races basées sur le phénotype, notamment la couleur de la peau. La colonialité donne lieu aussi à la domination des personnes, notamment des femmes, ce qui va conduire aussi à la domination des genres dans un patriarcat systémique, pour ne pas dire un patriarcat planétaire. Nous voyons ces jours-ci, malheureusement, les effets de ce patriarcat planétaire systémique, notamment en Iran, mais aussi à travers les féminicides un peu partout au monde. Et occidentale s'est inscrit d'emblée dès 1492, dès les premières heures du débarquement colonialité. Et la colonialité, qui a commencé bien avant le processus de colonisation des territoires, se poursuit jusqu'à présent. La fin supposée des colonisations. Alors, infériorité innée de l'autre par rapport à la supériorité innée de l'européenne, l'européen. Matrice hégémonique de pouvoir sur la nature et congédiement de la nature au profit de l'hégémonie culturelle de l'Occident, on pourrait dire. Alors, la colère des opprimés, ce territoire émotionnel, c'est le plus occupé, le plus étouffé et le plus colonisé, je dirais. Il y a à la fois répression, suppression et oppression de la colère des opprimés. Et cette répression, suppression, oppression se fait sentir finalement dans toutes les sphères. Dans les sphères mythologiques, la colère des femmes est associée à la diabolisation, à la sorcellerie. Dans les religions, la colère des femmes est associée au péché. Hein? L'injonction on a injonction lorsqu'on est femme de redouter la colère, de refouler, de la dissimuler. Dans la sphère philosophique, la colère des femmes est associée à l'irrationalité, au manque d'émotivité, la confusion, la folie, la maladie mentale, l'hystérie. Dans la sphère culturelle, la colère des femmes est illustrée par l'émotivité. Et dans la sphère du social, la colère des femmes est vue comme contraire à la féminité. Et donc, si on femme, d'accord, il faut le faire sous les signes de la sagesse, la gentillesse, la douceur, le calme, la passivité, le silence, l'acceptation, l'autocensure, et donc dire oui malgré tout.
autrement dit, entrer en compromission. Alors, il nous faut décoloniser la colère des femmes. La colère des femmes est un droit. La colère des femmes est un devoir. Et n'oubliez pas, quand je dis femme, je pense femme noire. Et quand je pense femme noire, à quoi je pense? Je pense à toutes les opprimées et tous les opprimés du monde. Alors, il faut décoloniser la colère, voir la colère comme un droit, voir la colère comme un devoir, prendre soin de la colère et s'engager en solidarité plurielle avec les autres dans leur colère. La colère dans le paradigme décolonial maintenant, alors ontologiquement, c'est une émotion vitale des opprimés. Axiologiquement, il y a une éthique de la colère à partir des perspectives des opprimés et non à partir de la perspective des oppresseurs. Dans la dimension épistémologique, la colère finalement est riche de savoir critique dont il faut se réapproprier. Axiologique, la colère offre une infinité de praxis, de réflexion, d'action, de troisième escale, l'émancipation. Hein? C'est notre thème de la... C'est un terme dont l'étymologie peut être vue en cinémascope, on pourrait dire. Alors, et pour Manu, le latin de main. Alors, sipation vient de sipare, le latin sipare. Émancipation veut dire enlever la main qui m'accapare, enlever la main du maître. Qui nous séquestre, qui nous domine, qui nous réprime, qui nous étouffe, qui nous opprime. Voilà ce qu'est l'émancipation. Et c'est pourquoi j'aime bien écrire émancipation en séparant les trois parties pour bien montrer finalement en cinémascope ce que veut dire ce terme-là. L'émancipation, nous avons au Québec une communauté Innu dont je parlais tout à l'heure, Kwei Kwei. Ce sont des femmes Innu, on pourrait dire des femmes d'Ubud, des femmes Potomitan, qui finalement nous donnent de beaux exemples d'émancipation. Et je pense notamment à une personne que j'aime beaucoup, une femme Innu qui s'appelle Joséphine Bacon. Joséphine Bacon, elle est très douce. Et pourtant, sa douceur fait jaillir sa colère. Et dans ses poèmes, elle nous dit « Mes os ont mal, frémissant du manque de mots », alors qu'elle est toute pleine de mots qu'elle partage avec nous. Et elle nous dit, tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne me parles pas. Et elle parle aux colonisateurs. Une autre poétesse Innu que j'aime beaucoup, Natacha Canapé-Fontaine, femme Innu donc de Pessamit au Québec, au Canada. Natacha Canapé-Fontaine, à partir de sa colère, elle nous dit, n'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. Quelle toute petite phrase, mais lourde de sens et lourde d'émotion. Une autre poétesse Innu, très inspirante, elle aussi, Maya Cousineau-Molène. Maya Cousineau-Molène nous dit qu'elle est en colère, elle assume sa colère, elle explicite sa colère et elle dit « Je suis sauvagesse, je suis femme, je reprends mon droit d'exister ». Et donc, je pense que ce sont de beaux exemples d'émancipation que nous offrent ces femmes Innu de la communauté Innu du Québec. Je vous invite d'ailleurs à lire les nombreux poèmes, les nombreux livres qu'elles ont écrits, les nombreux poèmes et autres textes.
Alors, le titre de la conférence, pas d'émancipation sans colère. Vous comprendrez pourquoi maintenant je dis cela. Hein? Comment s'émanciper? Comment oser enlever la main du maître qui nous accapare? Ça va sans énergie, sans colère. Ce n'est pas possible. Alors, s'émanciper, c'est dire non. Alors, la colère nous permet d'aller chercher l'énergie nécessaire pour dire non. Dire « je suis en colère », c'est donc le premier pas des femmes vers l'émancipation. En ce sens, il faut retrouver sa confiance en soi. Il faut avoir confiance dans sa lecture d'une situation, confiance dans ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, dans le fait de ne pas être seul, de pouvoir faire face aux conséquences, de pouvoir surmonter les obstacles et de pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. La colère est donc un carburant nécessaire, une source d'ignition, une mise en combustion de l'énergie vitale, du souffle, du feu. La colère apporte tout cela. Alors, la colère, grâce aux théories féministes critiques, nous pouvons oser regarder la colère, décoloniser la colère à partir de théories féministes critiques, des afroféminismes, des écoféminismes, des féminismes décoloniaux et aussi des féminismes indigénistes et d'autres féministes en émergence aussi un peu partout dans le monde, dans d'autres contexte. Et donc, il y a bien lieu de parler de pédagogie féministe, puisque les théories féministes, finalement, se donnent pour accompagner les femmes, les opprimées, donc dans leur émancipation. Alors, il faut prendre conscience de ce que nous avons été dépossédés de notre colère. Il nous faut nous réapproprier de notre colère, faire connaissance avec notre colère, apprendre à connaître notre colère, ritualiser notre colère, dialoguer avec elle, dialoguer avec l'autre à travers leur colère, faire de la colère et de celle des autres des complices. Nos colères sont des complices, nos alliés, nos compagnes dans des praxis de transformation sociale et d'émancipation individuelle. Décoloniser la colère suppose donc, inspiré d'Audre Lorde, d'en faire une pédagogie, ça va? Audre Lorde nous dit que la colère est riche en énergie, la colère est riche en connaissances et la colère est riche en reprise de pouvoir sur soi. Alors, l'invitation à repenser la colère est une invitation aussi à repenser le dialogue. À partir du moment où on refait connaissance avec sa colère, où on l'accepte, où on l'accueille, où on en fait une alliée, à ce moment-là, le dialogue avec l'autre devient possible. Déjà, le dialogue avec soi sera différent, mais si nous trempons, nous puisons notre dialogue dans l'encre de nos colères. Donc, le dialogue avec soi, le dialogue avec l'autre, le dialogue avec la cité-nation, le dialogue avec la cité-monde, le dialogue avec la cité oikos, tout cela donc sera différent et pourra nous permettre d'aller vers la marche vers l'émancipation, la marche vers la transformation sociale nécessaire. Mais tout cela doit provenir, doit être trempé dans la colère des opprimés. Être une femme dans le monde depuis plus de 500 ans, depuis toujours, mais depuis près de 500 ans déjà, on dira que c'est un chemin de vie difficile. Et pourtant, nous avons des exemples de femmes qui se sont tenues debout et qui ont lutté contre l'esclavage et qui ont tout simplement marronné et qui sont parties dans cette figure de proue guadeloupéenne qui s'appelle Solitude, qu'on appelle femme d'Ubud, femme potomitan, une marronne bien connue en Guadeloupe.
La colère de la femme noire est, on pourrait dire, est mise en évidence par l'auteure haïtienne Evelyne Trouillot, qui redonne de l'épaisseur à la présence de la femme noire dans le marronnage, et donc qui nous parle de marronnage au féminin, notamment dans son livre « Rosalie, les femmes ». Alors, vous comprenez que même dans le marronnage, eh bien, les femmes ont été effacées du récit. Des femmes noires marronnes, pourtant, il y en a tant, il y en a plein. En Jamaïque, au Brésil, en Haïti, la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, les États-Unis, l'Angola, le Brésil, les Bermudes et combien d'autres sociétés où elles ont été faites esclaves. Eh bien, oui, elles ont résisté, elles ont marronné, elles ont quitté l'esclavage. Une marronne, je l'appelle une marronne de manière très sympathique. Je crois que c'est une marronne moderne, Christiane Taubira, de la Guyane française, que tout le monde connaît. Et je pense que ce que j'aime en Christiane Taubira, c'est qu'elle a une pensée marronne. Et donc, on retrouve cette énergie vitale, cette personne qui dit non, qui résiste et qui, en même temps, qui offre de beaux leviers de résilience. Marronnage comme acte souverain d'émancipation. Et donc, le marronnage peut être vu selon une perspective coloniale, mais le marronnage peut être vu aussi selon une perspective décoloniale. Selon une perspective coloniale, le marronnage est vu comme une désertion. Non, c'est de l'émancipation. Ce n'est pas une personne fugitive, la marronne, le marron. Non, c'est une personne qui se libère sans demander la permission. Ce ne sont pas des personnes violentes, ce sont des personnes violentées en résistance. Ce ne sont pas des communautés marginalisées, ce sont des communautés solidaires qui expriment leur interdépendance. Ce ne sont pas des rituels de sacrifice, ce sont des rituels de résistance, résilience. Ce ne sont pas des activités de banditisme, ce sont des stratégies de libération de l'esclavage systémique. Ce ne sont pas des hommes marrons inconnus, ce sont des femmes marronnes et des hommes marrons à connaître. Il faut repenser le marronnage, décoloniser le marronnage. Le marronnage peut être vu comme l'acte de naissance des Afros à Abiyala. Donc, toute la partie négra de Abiyala est due au marronnage. Le marronnage est donc un art de briser les chaînes et en même temps une science de la résistance contre l'oppression et en même temps une philosophie de la résilience vers la joie de vivre. Le marronnage, je le vois comme un précurseur de l'éco-citoyenneté mondiale. Le marronnage est un acte résolument écologique. Lorsqu'on marronne, on habite Oikos de manière différente. On est dans Oikos, on est en mouvement dans Oikos, dans l'environnement. On fait corps avec l'environnement, on survit par l'environnement. Le marronnage est un acte éminemment géopolitique. Géo qui veut dire terre, politique qui vient de police, qui veut dire cité. Et donc, le marronnage, c'est prendre acte de notre citoyenneté terrienne. Un acte résolument politique dans le sens de la politique des rapports de pouvoir, puisque le marronnage inverse, transforme les rapports de pouvoir. Résolument holistique, le marronnage engage tout l'être. Résolument social, marronner, c'est faire communauté ensemble. On ne peut survivre seul en marronnage, il faut des solidarités plurielles. Le marronnage est un acte résolument épistémologique puisque ça suppose la construction de savoir en contexte hostile, en situation de survie, en état de vulnérabilité multiple. Le marronnage, un acte résolument éthique puisqu'il s'agit de se libérer. Et en même temps, comme nous dit Paulo Freire, en se libérant, soit comme opprimé, on libère aussi l'oppresseur. Le marronnage est un acte résolument culturel qui a donné lieu, qui a participé à ce que Abiyala est devenu 500 ans plus tard, aujourd'hui, à travers la musique, à travers les chants, à travers la danse, la poésie, etc., etc.
Le marronnage, donc, un prélude à des éco-citoyennetés mondiales plurielles. Le marronnage, éco-citoyenneté mondiale, une poétique de la relation, une création du foisonnement de mots, concepts de la nature, importance des mots. Il faut se réapproprier les mots. Et donc, j'aime bien m'inspirer aussi de celui qui est considéré comme le poète du marronnage, donc Édouard Glissant. Des pédagogies du marronnage. Avancer, oui. Alors, Paulo Freire nous dit, voilà la grande tâche humaniste et historique des opprimés, se libérer eux-mêmes et libérer leurs oppresseurs. Ceux qui oppriment, exploitent et exercent la violence ne peuvent trouver dans l'exercice de leur pouvoir la force de libérer les opprimés et de se libérer eux-mêmes. Alors, la pédagogie marronne est là, cette éthique de libérer les opprimés, de l'émancipation des opprimés par elles-mêmes, par eux-mêmes, et ce faisant, donc, de libérer leurs oppresseurs par une poétique de la relation, une éthique de la justice sociale, une politique de la justice sociale, mais de l'équité, de l'égalité des femmes et des hommes, une critique sociale, une vigie sociale, une épistémologie des interstices, parce qu'il faut avancer caché, l'oppresseur nous guette, et donc ce sont des épistémologies interstitielles, des savoirs qui sortent comme ça des interstices, mais qui sont quand même percutantes, une praxis de la communauté. Et enfin, les pédagogies marronnes nous offrent aussi une philosophie, je dirais, Ubuntu. Educere marron, on termine notre 7e escale, inspirée, donc je vous propose une Educere marron, inspirée de la femme dite femme noire. Est-ce une bonne appellation, femme noire? On va faire avec, quand même. Femme d'ascendance africaine, Onabia Yala est une marronne qui prend et fait son émancipation. Son émancipation se fait donc en pensant ses identités multiples blessées, ses identités blessées dans leur dimension fondamentale. Le corps associé à la terre, pour penser le corps, P-A-N-S-E-R, il faut célébrer le temple, le socle qui ancre l'être. Ça, c'est le corps. Pour penser nos identités, il faut aussi revaloriser l'émotion, l'eau, qui irrigue l'être. Pour penser nos identités blessées, il faut aussi reconstruire, déconstruire, co-construire des savoirs de résistance et de résilience qui inspirent l'être. Pour penser nos identités blessées, nous devons retrouver aussi le sens de la quête et la quête de sens auquel tout être humain aspire. Le dialogue et l'émancipation, le thème du symposium 2022 de la chaire UNESCO des Sémais tourne autour de la question « Comment faire humanité ensemble ?» La philosophie humaniste des peuples bantous, appelée Ubuntu, qui veut dire humanité en langue bantoue, cette philosophie nous offre une possibilité. Cette philosophie Ubuntu dit « Je suis parce que tu es. Je suis parce que nous sommes. » Desmond Tutu nous dit « J'ai souvent dit qu'Ubuntu était l'un des plus grands cadeaux que l'Afrique ait fait à cette planète. » Malheureusement, c'est un cadeau dont malheureusement peu de gens connaissent l'existence. Alors, au moment où vous prenez connaissance de Ubuntu, qui est un mot important, prenez en même temps connaissance de la philosophie humaniste africaine des peuples bantous et pas d'une plateforme de Linux, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie. J'espère qu'on va pouvoir continuer à faire Ubuntu ensemble et d'Ubuntu ensemble, mais pour ce, il faut que les opprimés de cette planète aillent chercher leur colère, fassent connaissance, s'allient à leur colère et s'inspirent des femmes noires marronnes en Abya Yala depuis plus de 500 ans. Merci à vous toutes et à vous tous
Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres et aussi prenez bien soin des autres. Voilà. Voilà, José. Rebonjour, José. Hola, buenas. Entonces, agradecemos a Gina por la presentación. ¿Me escuchan bien? Oui, oui. Ah, muy bien, Entendons bien. gracias. Tenemos aún un tiempo acotado para resolver algunas preguntas. Tenemos 15 minutos. Gina, yo he recogido un par de preguntas y les invitaría a todos los que están viéndonos y siguiendo esta transmisión que puedan dejar en el chat las preguntas y así yo el equipo que tenemos de soporte nos va a ayudar a hacer llegar estas preguntas a Gina. Por ahora, yo tendría 3 preguntas. ¿Quieres que te las lea una por una o las 3 juntas? Tu vas pouvoir, Oui. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con la ira y el miedo, Tu vas ¿no? traduire pour moi. Ella puede escuchar, ¿no? Oui, oui, je t'écoute, José. Ah, muchas gracias. Perfecto. La pregunta 1 tiene que ver con la ira y el miedo. El miedo también es una expresión colonizadora. El miedo también nos ha contenido y nos ha puesto en una situación de subalternos, ¿no? A través del miedo también nos han dominado. En tu opinión, ¿cómo la ira y el miedo se sitúan en nuestros cuerpos? ¿Cómo podemos usar la ira y el miedo, que también están en el mismo cuerpo, como caminos para la emancipación? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con los procesos decoloniales, ¿no? Y que somos parte en Latinoamérica, ¿no? Nos interesa particularmente la pregunta es sobre cómo la reflexión decolonial puede profundizar nuestras democracias y en particular cómo la pedagogía feminista puede profundizar la democracia en nuestras escuelas. Esas son las preguntas que he recogido hasta ahora. Ça va? Merci, merci José. En ce qui concerne la peur, José, justement, je pense que la colère, en se privant de la colère, en fait, on se laisse dominer par la peur. La colère permet justement d'aller chercher l'énergie nécessaire pour transcender la colère. Et ces marronnes, et ces marrons, ces femmes et ces hommes qui ont bravé justement leur peur pour quitter à toutes sortes de violences si elles étaient capturées. Et j'ai montré des photos où une femme est pendue là était ramenée dans les plantations. Et donc, c'est une peur organique qu'elles avaient.
l'état d'esclavage. Et donc, c'est cette colère qui a pu transcender, les amener à transcender la peur pour mieux oppresseur. Et donc, c'est pourquoi je dirais, en fait, si on ne touche pas à sa colère, effectivement, on se laisse complètement habiter, supprimé par la peur. Et en ce qui concerne la deuxième question, José, je pense que c'est quoi que la démocratie, quoi que les injustices sociales sont solubles dans la démocratie, non, il faut enlever ça de la tête. Ce qui veut dire que tant qu'il y a des injustices sociales, tant qu'il y a des inégalités entre hommes et femmes, tant que les femmes sont opprimées en tant que femmes parce qu'elles sont femmes, tant que les Noirs sont opprimés en tant que Noirs parce qu'ils sont Noirs, tant que les autres les personnes du monde sont opprimées parce qu'elles sont de telle religion, de telle langue, etc., etc. Et cela, ce n'est pas soluble dans la démocratie. Donc, l'idée, c'est de présenter la démocratie, comme je le disais hier, un peu comme une utopie nécessaire, une utopie concrète, ce qui est paradoxal. La démocratie est une utopie concrète, une utopie réelle vers laquelle il faut marcher, mais ne jamais croire qu'on est en démocratie alors que nous faisons face à du racisme, du sexisme, des féminicides, des écocides, etc. Ce n'est pas soluble dans la démocratie. Alors, pour une éducation à la démocratie réelle, il faut justement se pencher sur toutes ces injustices sociales, raciales, environnementales, etc. Donc, pas de démocratie sans avoir touché à ces misères du monde. Je ne sais pas, ça répond à votre question, à vos deux questions, José. Además, nos hace pensar porque nuestro continente, la ira ha sido tratada como algo malo, ¿no? Como, no, tú tienes que comportarte, tienes que reprimir tu ira, tienes que reprimir ese sentimiento. Y tu invitación es justamente otra, es a reconocerla, incorporarla a nuestro cuerpo y a incorporarla como como un canal, como dices tú, un punto de fuga en este cimarrón, ¿no? Hacia la emancipación. Agradezco mucho la respuesta. También quiero contarte, Gina, que hay en el chat muchas personas agradeciendo tu conferencia por justamente cómo se hacen estas diferencias entre cólera, ira, odio, ¿no? Quisiera dejar estos últimos minutos para cerrar, que tú nos puedas invitar a seguir pensando estos temas en presencia, digamos, de esta jornada que tenemos hacia adelante sobre la ciudadanía. Te pediría las últimas palabras de cierre para pasar a la pausa y luego retomar en las mesas. Ah si, si. Merci, merci José. Mais en fait, j'invite toutes les personnes qui ont écouté cette conférence. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Ce sont des paroles. Je parlais de l'importance des mots. Les mots accompagnent des émotions. Alors, dépendant comment vous vous sentez, prenez cela. Ce ne sont pas mes mots, d'accord? C'est votre corps, tout votre corps, votre cœur, votre âme qui vous dit quelque chose en lien avec les mots entendus de moi et des traductrices et des traducteurs. Alors, écoutez ce que ces mots sont en train de vous dire à propos de votre propre colère. Nous avons chacun notre propre colère pour toutes sortes de sujets. Et donc, je vous invite donc à la suite de cette conférence, peut-être d'aller faire connaissance justement, d'aller prendre un petit verre de pisco sour avec votre colère. J'adore le pisco sour. J'en ai pris beaucoup ici déjà. Alors, l'idée, c'est de prendre un pisco sour avec votre colère
en toute amitié et d'écouter cette colère et de la laisser vous accompagner dans votre vie, vous amener à dire non lorsque vous êtes opprimé. Voilà. Merci à tout le monde. Sí, muchas gracias Gina, excelente para comenzar este día. Es una muy buena recomendación local el Pisco Sour, pero mucho más reconocer nuestras emociones en nuestros cuerpos como parte de ella, la ira, pero también la alegría, el entusiasmo latinoamericano. Eso también es parte de nosotros. El desorden también, el chasconeo, eso es parte de nuestra cultura y que esa me parece importante incorporarla en nuestra forma de emancipación. Muchas gracias Gina, muchas gracias a todos y a todas los que han participado en esta apertura del segundo día de nuestro simposio. Dejamos ahora en pausa y las mesas de discusión comienzan entonces a las 11 horas de Chile. Muchas gracias. Abrazos a todas y todos. Merci d'être là. Merci. Gracias. Ciao.